Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alchimiste du Sacré et le podcast du même nom. Je suis ravie de vous retrouver. C'est Audrey et aujourd'hui j'ai de nouveau avec moi Thomas Herpicom, docteur en biochimie et micronutrition, qui nous a déjà livré un épisode très très riche pour le premier. On est allé, voilà, il nous a mis l'eau à la bouche, on peut dire ça comme ça. Bonjour Thomas. Bonjour Audrey, Ouais, comment vas-tu pour aujourd'hui? mais magnifiquement bien et je voulais remercier déjà aussi tous les personnes qui ont regardé la première, le premier enregistrement et je pense qu'ils ont été très nombreux. En tout cas, il y a eu pas mal de succès, effectivement. Ça a été suivi, surtout sur les réseaux sociaux. Donc la chaîne, ça va venir. Mais merci effectivement à tous de nous suivre. Je profite déjà de vous dire, n'hésitez pas à poser des questions parce que ça fera vivre tous ces épisodes-là pour notre mieux-être et notre santé. Et aujourd'hui, justement, on va parler, Thomas, tu nous as quand même déjà mis l'eau à la bouche sur les oméga 3 la fois dernière. Donc, on va consacrer ce temps-là ensemble donc pour comprendre ce que sont les acides gras, les oméga 3, les intégrer au quotidien aussi et faire la différence entre les bons, les mauvais et voir ce qu'on peut faire pour trouver un équilibre. Peux-tu nous rappeler ce que sont les graisses dans notre organisme et les types de graisses, à quoi elles servent? En fait, voilà, les graisses, elles ont trois fonctions générales. La première fonction, c'est une réserve d'énergie. La deuxième fonction, c'est un structural, c'est-à-dire que c'est ce qui constitue les membranes de nos cellules, notamment, avec les phospholipides. Et la troisième fonction, ce sont des précurseurs lipidiques, c'est-à-dire que ces molécules, ces acides gras, vont servir de briques de base pour construire du cholestérol, pour construire des molécules inflammatoires ou anti-inflammatoires qu'on appelle les prostaglandines. Et alors, si on repositionne les graisses, donc il y a trois grandes familles la biochimie carbonée, on va dire. Ce sont les protéines, ce sont les sucres ou glucides, et ce sont les lipides ou graisses. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler surtout des graisses, des lipides. Alors, on parle aussi acides gras, et en fait, lipides, graisses, acides gras, c'est la même chose. Et ce sont des chaînes de carbone qui sont reliées entre elles par une ou deux liaisons, une liaison simple ou une double liaison. Et ces chaînes ont différentes longueurs qui vont de 6 atomes de carbone à 22 atomes de carbone. On va dire une chaîne de vélo avec 22 maillons, par exemple, voyez-vous. Et si dans ces maillons, il y a des doubles maillons, on va dire des acides gras insaturés, c'est-à-dire qu'on peut encore ouvrir le maillon. Et là, on considère qu'il y a trois grandes familles de graisses. Les graisses saturées, c'est-à-dire il n'y a pas de double maillon. Les graisses monoinsaturées, il y a un seul maillon double. Et les graisses polyinsaturées avec plusieurs doubles maillons. Voyez-vous? Et dans les graisses polyinsaturées, il y a deux familles. En fonction du fait si le premier maillon est double maillon est sur le troisième maillon de la chaîne, on va appeler ça un oméga 3. S'il est sur le sixième maillon, on va appeler ça un oméga 6. Voilà. Et c'est deux familles très, très distinctes, les oméga 3 et les oméga 6. Merci de repositionner un petit peu tout ça, effectivement, en structure, on va dire. Et effectivement, on parle souvent là d'oméga 3, d'oméga 6. La dernière fois, tu nous nommais même, donc on parlait des graisses saturées comme des oméga 0, par exemple, on pourrait presque les nommer comme ça, Parce qu'il les n'y monoinsaturés. a pas Oui, de double maillon, en fait, voilà, donc on oui. est sur le zéro. Et Ok. l'oméga 9, c'est l'acide monoinsaturé, c'est l'huile d'olive, parce qu'il est sur le neuvième maillon, la double liaison est sur le neuvième maillon. Ouais. Et donc, on en a besoin, que ce soit saturé, que ce soit monoinsaturé, on a besoin de tout, n'est-ce pas? Alors, je dis souvent, il n'y a pas de bonne et de mauvaise graisse. En fait, Mhm. toutes les graisses qui sont naturelles, qui sont produites dans la nature, sont bonnes. Et par contre, il peut y avoir des excès ou des carences. Et par exemple, trop de graisse
oméga 6 conduit à un excès et des carences en oméga 3 conduisent à des problèmes également parce qu'on n'en a pas assez. Alors, il y a une graisse qu'on doit avoir en très très faible quantité, c'est les acides gras trans. J'en ai pas parlé. Même, on pourrait dire, ça c'est les pires des acides gras, c'est les plus mauvais, enfin faire la chasse aux acides gras trans. En réalité, on doit quand même en avoir aux alentours de 1% dans notre alimentation. Et malheureusement, par exemple, quand on prend des viennoiseries, voilà, souvent, ben, ils sont remplis de graisse trans et on passe de 1% à 5, 6, 7, 8%. Et là, ça peut effectivement être un gros problème de santé. D'accord, ok. Et ces graisses trans, là, on les trouve, là, tu disais, les viennoiseries, par exemple, mais c'est tous les aliments transformés, du coup, c'est plutôt Exactement, c'est un peu le gros problème, enfin, un des gros problèmes des aliments transformés, c'est cette teneur plus élevée en acides gras trans. D'accord. Du fait qu'ils soient cuits ou du fait que ce soit la qualité de l'huile de la graisse qu'on utilise C'est en fait effectivement la cuisson et la préparation industrielle qui fait qu'on amplifie la teneur en acides gras trans. Transérification. D'accord. Concernant les oméga 3, justement, puisqu'on va quand même s'attacher un petit peu à ça, c'est les plus importants, visiblement, ceux pour lesquels on est carencé actuellement dans ce qu'on trouve dans ton travail et puis dans le travail d'autres scientifiques aussi aujourd'hui. On parle d'acides gras essentiels, il me semble. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que c'est juste? Tu t'en parlais ainsi? Alors, ce sont des acides gras essentiels dans le sens que les animaux et l'homme ne peuvent pas les synthétiser, ils ne peuvent que les transformer. Seuls les végétaux, normalement, peuvent produire les oméga 3. Et donc, on est obligatoirement végétarien, je veux dire au départ en tout cas, pour ce qui est des graisses de type polyinsaturé, on les trouve que chez enfin, la source ne se retrouve que chez les végétaux. Par contre, les végétaux ne peuvent pas faire les acides gras à longue chaîne à partir de ces oméga 3. Je reprends la chaîne de vélo, l'exemple de la chaîne de vélo, c'est 18 atomes de carbone, ce qu'on appelle l'acide linolénique, oméga 3. Et cet acide linolénique est transformé alors par les animaux qui ont des enzymes particulières qui vont allonger et désaturer, c'est-à-dire qu'ils vont remettre des atomes en plus, 2 atomes par 2 atomes, ça s'appelle les élongases, et d'autres enzymes qui sont des désaturases, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter une double liaison, ils vont désaturer, et du coup, on va passer des acides gras linoléniques végétales apportés par les végétaux en acides gras à longue chaîne et qui sont conditionnellement indispensables parce que ce sont ces acides gras qui sont typiques du monde animal dont on fait partie, dont les hommes font partie. C'est très important. Mais il est quand même, je veux dire, extrêmement important de comprendre que seuls les végétaux peuvent produire les oméga 3 et les oméga 6. Les animaux et les hommes ne peuvent que les transformer et les allonger. D'accord. Donc, nous, on n'en produit pas du tout, même pas en petite quantité. Non, on n'a pas ce que vous voyez derrière moi, les voies métaboliques nécessaires à synthétiser ces oméga 3. Ça ne peut venir que des végétaux. Ce qui veut dire que les gens, enfin, quand on nous dit on est des carnivores, finalement, ou ceux qui vont vers un régime exclusivement carnivore, en fait, ce ne serait pas juste non plus, alors, pour obtenir ces oméga 3, ou pas les mêmes en tout cas. C'est assez intéressant parce que dans le domaine qui te passionne de la naissance, en réalité, un enfant à la naissance est obligé d'avoir un apport de la maman par le lait maternel. Et dans le lait maternel, il apporte, en fait, la maman apporte ces oméga 3 à longue chaîne, qu'on appelle l'EPA, le DHA, et l'acide arachidonique pour les oméga 6 à longue chaîne. Et le bébé n'est pas équipé d'un point de vue enzymatique. Il y a une immaturité enzymatique qui fait que si on lui donnait rien que des acides gras végétaux au début de sa vie, avant les premiers mois, en tout cas durant les premiers mois, et qu'on ne l'allaitait pas, ben, il aurait une déficience totale en ces acides gras oméga 3 à longue chaîne. Donc, on doit passer par l'animal. C'est ça qui est très important et je crois que c'est un des sujets extrêmement important dans le domaine de ta chaîne YouTube.
Ouais, c'est vrai, hein. On fera vraiment un épisode, hein, pour les mamans, pour la maternité, pour les femmes enceintes, savoir vraiment ce qu'elles devraient manger au final, hein. Mais oui, donc en fait, régime végétarien exclusivement ou régime carnivore exclusivement. Alors, en fait, au départ, tout vient des végétaux, hein, donc, Oui, et par contre, pour un jeune bébé, il a besoin de ces acides gras oméga 3 à longue chaîne qui sont apportés uniquement par les animaux ou dans oui, certains cas, comme je vais le montrer, en parler tout à l'heure, par des oui, algues, maintenant oui. par certaines algues qui sont un peu complexes, mais que c'est tout nouveau. Oui, ça c'est inévitable. Oui, c'est certain. Tu disais DHA, EPA, tu mentionnais ça comme type d'oméga 3. Enfin, c'est ceux dont on entend parler le plus souvent. Ce sont les seuls oméga 3. Il y en a d'autres Non, non, en ou... fait, c'est une bonne question parce que en réalité, les oméga 3, c'est ce qu'on appelle les eicosanoïdes. Donc, en fait, il y a une série, on va dire une centaine d'oméga 3 différents. Ah oui, Comprenez-vous? C'est en fonction de la longueur de chaîne, de s'ils sont branchés ou pas, où sont passées les doubles liaisons autres. Mais les deux acides gras à longue chaîne dont on parle le plus, c'est de l'acide eicosapentaenoïque et l'acide docosahexaénoïque. Donc EPA, ça veut dire eicoso pour mhm, E, et penta, ça veut dire 5. Donc ça veut dire qu'il y a 5 doubles liaisons et 20 22, 22 atomes de carbone. Tandis que dans le DHA, c'est docoso et hexa, c'est-à-dire qu'il y a 6 doubles liaisons et 24 atomes de carbone. d'accord. Mais Ouais, ce sont les d'accord. terminaux. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu chinois, mais c'est assez simple à partir du moment où on visualise. On dit, ben voilà, il y a 24 maillons dans la chaîne, et dans ces 24 maillons, il y en a 6 qui sont doubles. Voilà. Oui, pour les C'est scientifiques qui passent par là, ou les esprits en tout cas qui aiment comprendre, ce sera ça le très DHA. bien. Donc ce sont les principaux, donc c'est pour ça qu'on s'en préoccupe. Peux-tu parler aussi de Allah? Alors, Ça, oui, effectivement. Là, c'est en fait l'acide gras oméga 3 des végétaux qu'on appelle l'acide linolénique. C'est vraiment l'ALA qui est le plus important parce que c'est à partir de cet ALA qu'on va synthétiser le PA et le DHA. d'accord. Et tout le monde est capable de synthétiser ça, ou est-ce qu'aujourd'hui, quand même, on se rend compte que, je ne sais pas, on peut Alors, avoir des foies saturés ou d'autres effectivement, voies? il y a des goulots d'étranglement Mhm, chez l'homme et autres, et on appelle alors, il y a une enzyme qu'on appelle la delta 6 désaturase qui agit à la fois sur les oméga 6 et à la fois sur les oméga 3 pour ajouter des doubles liaisons. Et comme il y a une compétition importante entre les oméga 6 et oméga 3, et qu'il n'y a une seule enzyme, la delta 6 désaturase, on a tendance à favoriser la transformation des oméga 6 en oméga 6 à longue chaîne, qu'on appelle mhm, l'acide arachidonique. Et mhm. donc, parce qu'il n'y a pas assez finalement de, d'ALA dans notre corps. Et du coup, bon, on produit beaucoup plus d'acide arachidonique. Et l'acide arachidonique, c'est l'acide gras oméga 6 à longue chaîne, qui est le précurseur de toutes les molécules de l'inflammation. Mhm. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui dans l'alimentation moderne, c'est que comme on a beaucoup moins d'ALA et beaucoup plus de LNA, donc l'acide linoléique, pardon, excusez-moi, qui est un oméga 6, c'est très proche, hein, ALA et LNA, et on a en fait tendance à produire beaucoup d'acide arachidonique et donc de développer beaucoup de maladies inflammatoires parce que c'est la cascade arachidonique. En médecine, on parle de la cascade arachidonique, qui est la cascade qui fabrique les molécules de l'inflammation. Mhm. Donc c'est le fait finalement d'être carencé en oméga 3 qui a conduit finalement à une difficulté à synthétiser après tout ça, enfin à transformer tout ça une fois qu'on... Exactement, disons qu'on n'a pas assez d'acide linolénique, d'ALA, Oui, dans notre alimentation. Et oui, bon, la voie qui a été utilisée aujourd'hui, que j'ai utilisée également, euh, c'est d'une part pour les animaux, hein, pour l'œuf, Columbus notamment,
ou la filière bleu-blanc-cœur que vous connaissez également en Suisse, c'est de donner à ces animaux une grande quantité d'ALA, en tout cas la Mhm. quantité qu'ils trouvaient habituellement en broutant les herbages, notamment pour, Mhm. pour le bon lait en Suisse. Et c'est parce que les animaux, on a changé la façon de les nourrir en leur donnant des ensilages ou autres, que finalement la qualité du lait a changé également. Donc la filière bleu-blanc-cœur a essayé de réaugmenter cette teneur en ALA, en acide gras oméga 3 d'origine végétale dans l'alimentation. Et la meilleure source aujourd'hui est le lin. Alors là aussi, il faut être assez prudent parce que effectivement, beaucoup de gens se disent, bah, c'est tout simple, je vais prendre des graines de lin, je vais les broyer et le tour est joué. C'est d'ailleurs ce qui avait été préconisé dans le régime Kousmine, que beaucoup de gens connaissent, il y a une centaine d'années déjà. Et seulement, il faut prendre certaines précautions parce que si on prend des graines de lin telles quelles, d'une part, on ne les assimile pas, elles vont faire que passer à travers notre corps et être rejetées. Si on les broie, il y a un risque majeur, c'est d'oxyder ces oméga 3. Et un Mhm. oméga 3 oxydé a un effet beaucoup plus délétère qu'une carence en oméga 3, c'est-à-dire qu'il va induire des maladies inflammatoires. Donc il faut faire Mhm. très, très attention. Les oméga 3 sont aussi des molécules très fragiles. Elles sont très sensibles à ce qu'on appelle l'oxydation. Et un oméga 3 oxydé, c'est terrible, c'est très mauvais. Et alors, Mhm. qu'est-ce qui peut conduire à l'oxydation? C'est la chaleur, le contact avec l'air et le contact avec la lumière. Alors, si vous prenez par exemple des huiles riches en oméga 3, je vous conseille toujours de prendre une toute petite bouteille de 250 millilitres maximum, de la garder au frigo et dès qu'elle est ouverte, de la consommer dans les 15 jours. D'accord? C'est très important pour éviter l'oxydation, sinon on va avoir un effet inverse à ce qu'on attend. Et aussi de privilégier effectivement des récipients qui sont opaques. Donc, ce n'est pas du verre blanc qu'il faut. Voilà, Mhm. c'est Ouais, important. ouais, Donc, ça c'est ça, sûr. c'est valable pour l'huile de lin, c'est valable pour l'huile de noix hein, aussi, donc très important, ou dans les germes de blé. Et d'ailleurs, ce goût rend se sent très fort, hein, on le sent vite dans le beurre, dès que ça rancit, on sent. Oui, Germes de blé, c'est la même chose, et l'huile de noix. Donc, il faut faire très attention parce que les oméga 3 sont très, très, très fragiles. ouais, ouais. Merci pour ce rappel. Et puis donc, huile de lin dans l'alimentation, ça ce serait par précaution, enfin, en prenant toutes les précautions du monde, là on sait qu'on a un apport en oméga 3. Mhm. La dernière fois, je crois que tu citais aussi l'huile de chia L'huile de aussi. chia, bien sûr, l'huile de chia, l'huile germe de blé Oui, ou le germe de blé et l'huile de noix, c'est très et de noix. intéressant. Oui, Voilà. Il existe aussi maintenant des versions proposées par des groupes qui vendent des huiles végétales, hein, avec des mélanges de 4 huiles toutes faites, avec du colza, dans le colza, il y a un petit peu d'oméga 3 également, ça rapportera pour deux. d'accord, Voilà. ok. Donc, Et toujours de préférence de pression à froid, n'est-ce pas? ah, Ou bien bien... sûr, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel pour les acides gras essentiels. Mhm. Très bien, super. Petit rappel, hein, du coup, pour les auditeurs ici. Tu as mentionné doctoresse Kousmine. C'est vrai qu'à l'époque, enfin là, j'ai un peu replongé un peu dans les livres, elle en parlait déjà un tout petit peu, et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais finalement, il y avait quand même des médecins, même des scientifiques, avec cet esprit-là qui alertait quand même déjà un petit peu avant. Qu'est-ce qui fait qu'en 2026, on en soit toujours à ce point-là, c'est-à-dire que c'est pas si connu que ça, sauf chez les gens qui mangent déjà bio, qui ont une hygiène de vie, mais chez les autres, la population classique, Je pense qu'il faut beaucoup de temps pour justement euh, établir un consensus de connaissances dans le domaine de la biochimie. Il faut savoir que la découverte des oméga 3 est relativement récente en termes de différence entre les acides gras polyinsaturés oméga 6 et oméga 3. Ça a commencé dans les années 60. Le prix Nobel, monsieur, docteur, professeur Samuelson, a obtenu le prix Nobel de médecine en 1984 parce que c'est lui qui a mis en avant l'importance de l'acide arachidonique et des oméga 3 dans la synthèse de l'acide arachidonique. Donc, on a commencé à en parler en médecine, il faut toujours quelques années après, pour que Mhm.
au point de vue du corps médical ou de la formation, que ce soit Oui. divulgué dans les académies, donc on va dire dans les années 90. Mhm. Et il faut savoir aussi que la nutrition n'est pas un des cours les plus importants des cours de médecine. Ça représente quelques heures de cours sur un cursus de 7 ans au moins. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc il faut du temps et dès 2026, on va transformer tout ça, n'est-ce pas? On va changer et puis Mais, on va aller trouver ces médecins. on va apporter notre petit maillon, notre petite pierre Voilà, à l'édifice. Voilà. exact. Oui, on va accélérer tout ça, donner le mouvement, en tout cas, on espère. Euh, les oméga 3, donc là souvent on parle oméga 3, oméga 6, souvent on a un peu, il y a vraiment ces deux-là. Et est-ce qu'ils font sens à eux seuls ou est-ce qu'il faut toujours les mettre en rapport avec les autres acides gras? Est-ce que ça a du sens de se Oui, dire... c'est très important parce que moi, ma référence, en fait, c'est la composition naturelle des membranes, qui est le Mhm, reflet de l'alimentation. Et chez les animaux sauvages, on trouvera toujours la même chose, en tout cas en zone tempérée, mhm, 30% de graisse saturée, 40% de graisse monoinsaturée de type oméga 9, 15% d'oméga 6 et 15% d'oméga 3. Ça, c'est la référence, je veux dire, idéale en zone tempérée, c'est-à-dire dans nos régions, hein, bien sûr, en Europe. Si on monte auprès des pôles, si on va au pôle Nord, par exemple, dans les pays nordiques, le rapport change et il faut 3 oméga 3 pour un oméga 6, c'est-à-dire qu'il ne faut non plus 15-15, il faut 5% d'oméga 6 et 15% d'oméga 3. mhm. Ok. Et si on ne les a pas, ça ne va pas. Aujourd'hui, dans le monde entier, parce que c'est un problème, l'alimentation a été généralisée, on va dire mondialisée, et on a consommé de beaucoup, beaucoup plus d'oméga 6 qui ont été privilégiés par l'industrie parce que beaucoup plus facile à travailler, beaucoup plus stable, beaucoup moins cher. Mhm, Et donc, on a privilégié ces acides gras polyinsaturés de type végétaux parce que dans les années 70-80, on disait il faut prendre des margarines, beaucoup d'acides gras polyinsaturés, à juste titre pour dire on va descendre le cholestérol. Mais à cette époque-là, on ne faisait pas la distinction entre les oméga 6 et les oméga 3. mhm. Aujourd'hui, on a une vision un peu plus juste. Donc aujourd'hui, au niveau mondial, en général, on est à 1% d'oméga 3, 15% d'oméga 6, quelque chose comme 45% d'oméga 9 et 35% d'oméga de graisse saturée. Ça veut dire que le rapport au niveau mondial est de 1 oméga 3 pour 15 à 20 oméga 6. Mhm. Euh, Ok. et chez les œufs, par exemple, dans les œufs de poule qui sont nourris, les poules pondeuses, avec des aliments pour poules pondeuses, qu'elles Mhm. soient bio, au plein air ou en batterie, elles ont pratiquement toutes le même profil d'aliments. Je dis, il y a des aliments bio, bien sûr, qui sont très Mhm. importants, mais le profil nutritionnel des aliments bio sélectionnés pour les poules pondeuses, c'est le même que le profil nutritionnel pour les poules en batterie. Et globalement, cette qualité d'aliment produit des œufs, ça pousse la poule à pondre plus rapidement, à produire très, très rapidement ces œufs. La durée de vie d'une poule, c'est à peu près 2 ans, hein, on va dire malheureusement, euh, dans l'exploitation. Et disons que sur ces 2 ans, elle va produire à peu près 600 œufs. Voilà. Donc, alors que si elle était dans la nature, ben, elle pondrait un œuf tous les 2 ou 3 jours, au lieu d'un œuf tous Ouais. les jours. Pourquoi? Parce Mhm. qu'en fait, elle va pondre des œufs qui sont moins facilement fécondables, parce Mhm. que beaucoup plus riches en oméga 6 et très faibles en oméga 3. Et c'est Oui. pour pallier à ce risque euh, de ne pas donner la vie, Oui. puisqu'on est dans l'alchimie de la naissance, que Oui. finalement la poule pond plus vite. Oui. Oui. Et ça, c'est super intéressant parce que du coup, ça pourrait, et ça a, je crois bien, un impact après sur la fertilité. Après, quand on transpose chez l'humain, on est d'accord que là, on va aussi... Exactement, disons, comme je disais lors de ma première intervention, on est tous issus d'un œuf. Et le Oui. modèle de l'œuf de poule est un très très beau modèle parce que c'est un modèle non invasif et on peut voir très rapidement quel est l'impact de l'alimentation donnée à la poule sur la qualité de l'œuf. C'est ce que j'avais développé il y a 20 à 25 ans, 25 ans Mhm. exactement. Donc, en quelques semaines d'alimentation, on peut retrouver un œuf de poule
qui soit comparable à celui qu'une poule sauvage prendrait avec un rapport 1 oméga 3 pour un oméga 6, c'est-à-dire 15% d'oméga 6, 15% d'oméga 3, au lieu de 0,5% d'oméga 3 et 15% aujourd'hui. Oui, oui. Ok. Bon, on Et travaillera tout ça. Hein, ouais, avec les... ça, c'est très important parce que c'est la base de mes recherches Oui. et comprendre pourquoi finalement, quel est le lien entre l'alimentation et la qualité des rapports, des équilibres oméga 3, oméga 6 dans notre corps et ce taux dont on va pouvoir parler éventuellement, ce taux d'oméga 3 dans le sang. Oui, oui, oui. Et bien, justement, on va peut-être en parler déjà maintenant. On va arrêter de tourner autour du pot, finalement. Comment est-ce qu'on sait qu'on manque d'oméga 3? Est-ce qu'on peut tous se dire, de toute manière, on en manque aujourd'hui? Ou comment est-ce qu'on sait? Est-ce qu'il y a des signes déjà un peu précurseurs au quotidien, là, comme ça, tous les jours, on peut se dire, ouais, il y a quand même une chance, là, qu'on a. Alors, je veux dire, on peut mesurer le taux d'oméga 3 en faisant sur une prise de sang. Mhm. Laboratoires qui le font et qui dosent le profil des acides gras dans les globules rouges. Ici, j'ai participé avec une société américaine qui s'appelle Omega Quant et donc le professeur Harris au développement d'un dosage, d'un kit de dosage des oméga 3 dans le sang, dans la membrane des globules rouges, c'est très important. Et on a fait des études mondiales et on a montré que finalement, au niveau du monde entier, pratiquement la totalité des populations sont en carence d'oméga 3, à l'exception des pays nordiques comme la Norvège, l'Islande, le Japon et la Corée du Sud, qui ont des taux d'oméga index élevés. Alors, j'ai dit le mot oméga index, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le taux de EPA et DHA dans les globules rouges exprimé en pourcents. Et aux États-Unis, sur 150 000 analyses, ils ont montré que la moyenne des Américains était de 5%. En France, on a fait sur 6 000 analyses et on est à une moyenne de 6%. Au Japon et en Corée, sur également plusieurs milliers d'analyses, 19 000 si je me souviens bien, on a une moyenne de 10%. Et la différence entre le Japon et la France, c'est que le fait d'être à 10% au Japon, ils ont 10 fois moins de risque d'avoir un problème cardiovasculaire. Ah oui, donc ça c'est vraiment, ça c'est hyper intéressant alors de pouvoir tester ça, évaluer le risque, parce que c'est pas un diagnostic, hein, là ce qui est proposé dans les tests, hein, c'est une Exactement. évaluation complémentaire. Oui. Donc, alors, une fois qu'on a déterminé ce taux d'oméga index, on a des solutions effectivement. C'est soit d'augmenter l'apport en oméga 3, mais là encore, il y a certaines voies qui sont plus efficaces que d'autres. Ah oui, oui. Donc ça c'est selon qui on est, d'où l'importance aussi d'être bien accompagné, pas seulement aller à la pharmacie, trouver un rayon peut-être. Effectivement, il y a un aspect commercial très important. Aujourd'hui, on peut en venir à quelles sont les sources d'oméga 3 disponibles. Donc, on a parlé des huiles dans le commerce, donc les huiles riches en oméga 3, lin, chia, huile de noix. Mais il faut savoir que ces huiles végétales ont très, très peu d'impact sur le taux d'oméga index. Parce que l'homme a une plus grande difficulté que l'animal à transformer cet A-là en EPA-DHA. C'est pour ça qu'il y a donc des filières qui se développent, comme la filière bleu blanc cœur, pour fournir une série d'aliments riches en EPA-DHA, comme du lait, du fromage, des œufs, de la viande, de la charcuterie. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de manger des animaux sauvages. Et les seuls animaux sauvages qui sont encore sauvages aujourd'hui à l'heure actuelle, c'est principalement le poisson. Le poisson de pêche et non pas de poisson d'aquaculture, parce que les poissons d'aquaculture ont également subi l'impact d'une nutrition qui n'est plus une nutrition, une alimentation naturelle. Enfin, disons ça. Donc, si on compare le saumon sauvage avec du saumon d'élevage, le saumon sauvage a 10 fois plus d'oméga 3 que le saumon d'élevage. Ah oui.
C'est important. Alors, par contre, si on a des macros, par exemple, ou du thon, ce sont des animaux, ce sont des poissons qui sont très riches en oméga 3 et qui sont très intéressants, mais d'une part, avec un risque majeur dans les années à venir d'avoir je veux dire une perte totale des réserves. Et deuxièmement, des risques aussi de contamination des métaux lourds ou autres qui sont de plus en plus fréquents chez ces animaux lorsqu'ils sont de grande taille, qui sont en fin de chaîne. Il y a quand même une accumulation des risques de pesticides ou de métaux lourds dans les poissons, des gros poissons. Donc, d'une part, préserver la planète. Deuxièmement, éviter tout le risque de contamination. Quelle est la solution? Et c'est pour ça que là, depuis quelques mois, je me suis tourné vers des sources d'oméga 3 EPA DHA d'origine algue, produits en fermentation, c'est-à-dire c'est totalement renouvelable, c'est extrêmement bien contrôlé, c'est complètement naturel, c'est du biologique. Oui, et ça sera. Bon, on va suivre ça, hein, parce que c'est vrai que Thomas, bon, tu es scientifique, tu es chercheur, mais voilà, tu as aussi, tu développes aussi des produits pour faire, voilà, valoir aussi tes connaissances. Donc, on prendra du temps. Donc, du coup, on peut vraiment le dire. Là, il y a des tests, en tout cas, en collaboration, qui sont en cours de lancement, hein. On prendra le temps, je pense, le prochain épisode peut-être, vraiment de parler que de ça. Donc, il y a des tests en cours de lancement actuellement pour pouvoir doser notre index oméga 3, c'est ça? C'est ça, c'est assez simple. Donc, c'est un autotest qu'on peut faire chez soi. C'est-à-dire qu'on a une goutte de sang, comme pour un index glycémique, sur un petit papier buvard et qu'on envoie ce papier buvard au laboratoire dans une enveloppe qui est déjà préaffranchie. Donc, il y a juste que faire le test. Et au bout de 15 jours, parce que ça dépend un peu du temps d'acheminement de la poste, et il faut au moins une semaine au laboratoire pour qu'il fasse l'analyse, on va avoir ces résultats. Et donc, il y a l'interprétation derrière, parce que ce n'est pas toujours facile. C'est comme dans une application d'une prise de sang, tu sais bien, en tant qu'infirmière et sage-femme, il faut quand même pouvoir mettre des explications derrière toutes ces séries de chiffres. Et là, je peux accompagner effectivement. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que tu proposes, hein, parce que c'est clair que voilà, on peut très bien se tester, recevoir à la maison et puis ne pas savoir quoi faire de ces chiffres-là, finalement. Donc, ça, c'est important de pouvoir être guidé. Et on sait en plus que les chiffres, ça veut tout dire et rien à la fois. Donc, c'est important aussi de pouvoir aller consulter. Donc, pour celles et ceux qui passent par là, si ça vous intéresse, on vous mettra, hein, les liens de toute manière pour contacter Thomas et on développera vraiment une capsule consacrée particulièrement à ça. Aux tests et aux solutions, donc y compris pour les femmes enceintes et les mamans. Moi, j'ai une autre petite question, donc parce que, effectivement, pour corriger là, cette carence en oméga 3, on peut effectivement faire un peu plus attention à notre alimentation, aller sur des petits poissons, il y a vraiment tout ça, les bonnes huiles, etc. Et éventuellement se compléter, puis avec des produits de qualité. Mais je me dis, tiens, est-ce que si, par exemple, on arrête carrément les aliments sur un temps donné qui contiennent vraiment beaucoup d'oméga 6, est-ce que ça pourrait suffire à corriger cet équilibre-là ou est-ce qu'il faut quand même passer par... En réalité, ce n'est pas un problème d'excès, c'est plutôt un problème de carence. On n'a pas trop d'oméga 6. Donc, et de toute façon, le corps régule de lui-même. On ne peut pas dépasser ces 15%, ce maximum de 15%. Donc, je n'ai jamais vu dans mes dosages de personnes qui avaient plus de 15% d'oméga 6. Et pourtant, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Donc, c'est important. Par contre, donc, si on arrête la consommation des oméga 6, ça va diminuer, mais très lentement. Il faut savoir que sur les réserves corporelles, j'avais calculé que si on prenait des oméga 3 à l'ordre de 1 gramme par jour avec une assimilation de 10%, il faudrait à peu près 80 ans pour retrouver l'équilibre oméga 3, oméga 6 au niveau corporel. Oui. Donc, en fait, ce n'est pas possible. Bon,
c'est pour ça qu'il y a l'aspect de la quantité, de la qualité, mais aussi de la biodisponibilité. Et c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé, c'est-à-dire, on parlait tout à l'heure des graines de lin ou de l'huile de lin. Il faut savoir que si on prend des graines de lin ou de l'huile de lin, l'assimilation n'est que de 10%. D'accord. Tandis que si on le prend avec dans le cadre d'un produit que j'ai développé qui s'appelle le Phytobio, si on le prend dans ce cadre-là, l'assimilation est pratiquement de 92%. Donc c'est 9 fois plus. Donc c'est très important. Donc il faut au moins 3 grammes d'oméga 3 par jour sous forme ALA pour retrouver ces équilibres au niveau intestinaux. Et puis après, dans le cadre des globules rouges, là c'est un autre brevet dont on parlera un peu plus tard, c'est justement comment apporter cette EPA-DHA au niveau des globules rouges et de façon efficace dans un temps réduit de quelques semaines, voire quelques mois au maximum. Oui, parce que du coup, ce n'est pas tout à fait la même chose pour tous les types de cellules dans le corps. Ou bien... Exactement. En réalité, je distingue, on va dire, 4 grandes familles. La première famille, c'est d'abord les cellules, ce qu'on appelle les entérocytes, les cellules de l'intestin. Là, c'est une chance extraordinaire parce que l'intestin, c'est un des organes qui se répare le plus vite, qui se multiplie, se régénère le plus vite, et c'est de l'ordre de quelques heures, voire quelques jours. C'est-à-dire que pour retrouver un équilibre oméga 3, oméga 6 dans un intestin enflammé ou perméable, comme on appelle le leaky gut, ben, en réalité, la solution est très rapide. En quelques jours, on peut trouver une solution. Alors que parfois, il y a des personnes qui traînent ça, des douleurs intestinales, des problèmes intestinaux, de transit et d'inflammation intestinale pendant des années, alors que c'est relativement simple. La deuxième famille, c'est les globules rouges. Et alors là, les globules rouges ont un turnover de l'ordre de 3 semaines, on va dire un mois. Alors, en un mois, en fait, on peut retrouver l'équilibre oméga 3, oméga 6 dans les membranes des globules rouges. C'est pour ça que le test d'un oméga index, je conseille toujours de le faire, si on en fait 2 successifs avec un traitement intermédiaire, d'attendre au moins un mois entre 2 tests. Et c'est d'ailleurs le même turnover chez la poule pour l'œuf, c'est à peu près un mois aussi, entre une poule qui est nourrie avec un aliment pour pondeuse et pour obtenir un œuf équilibré oméga 3, oméga 6, avec par exemple comme l'œuf Columbus, ben, il faut à peu près un mois, la nourrir pendant un mois avec du Phylobio pour pouvoir avoir un œuf avec un rapport 1 pour 1. Ça, c'est la deuxième grande famille, donc c'est bien parce que c'est là où on fait nos dosages. Puis après, la troisième famille, ce sera tout ce qui est les muscles squelettiques et les muscles cardiaques, par exemple. Et là, c'est plutôt 3 mois. Il faut à peu près 3 mois d'un régime très riche en oméga 6 pour retrouver au niveau musculaire un équilibre des membranes musculaires, un équilibre oméga 3, oméga 6 avec un apport considérable. Puis après, la quatrième famille, la dernière famille, ce sont toutes les cellules neuronales, cérébrales, qui sont, et là, c'est plusieurs années, je n'ai pas vraiment de chiffres, je serais un menteur de donner un chiffre. Ça chiffre en plusieurs années, voire on va dire entre 3 et 10 ans, pour régénérer les cellules nerveuses et cérébrales. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, au moment où je faisais mes études de biochimie, on disait, ben non, les cellules nerveuses, cérébrales, ça ne multiplie pas, on les a à la naissance et on ne fait que les perdre tout au long de la vie. Et là, maintenant, on s'est rendu compte que finalement, elles se régénéraient, surtout s'il y a tous les éléments nécessaires pour qu'elles se régénèrent. Donc, ce n'est pas inéluctable et ça, c'est très, très, très important. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, là, cela me fait penser, on n'a pas vraiment dit, c'est aussi d'où l'intérêt EPA, DHA. Il y en a qui seront plus pour les cellules neuronales, je crois, et puis d'autres pour les autres. Effectivement, le DHA a un autre nom, ça s'appelle l'acide cervonique. Oui. On l'appelle acide cervonique parce que c'est un des constituants majeurs des oméga 3 du cerveau. Ah oui, oui. Très important. Alors, l'EPA est souvent considéré comme étant une molécule plutôt anti-inflammatoire, mais le DHA a aussi un effet anti-inflammatoire. Voilà. Tu parlais là de quelques doses, de doses qu'on pourrait avoir au quotidien. Est-ce que c'est des doses qui sont vraiment connues, qui sont idéales aujourd'hui, qui sont adaptées pour tout le monde? Ou est-ce que ça dépend des phases de vie aussi, de l'âge? Comment on navigue avec ça? Une excellente question. Donc, d'une part, effectivement, il y a eu une réglementation, un aspect réglementation en France par l'ANSES
en Europe aussi par l'EFSA, Mm. pour des recommandations, aux États-Unis par la FDA. Ça dépend, par exemple, pour les femmes enceintes, les taux de DHA sont plus importants que pour la population générale. Mm. Et donc, c'est très important parce qu'en fait, elle doit nourrir deux personnes, elle et son petit bébé, et elle apporte énormément. Et ça, je pense que s'il y a un point sur lequel on peut jouer aujourd'hui, c'est vraiment apporter ce TPA-DHA pour les mamans et pour le bébé. C'est extraordinairement important. Donc, par contre, en début de vie, chez un bébé, on n'a pas besoin d'avoir autant d'oméga 3 que d'oméga 6. Pourquoi? Parce qu'en fait, les oméga 3 sont plutôt des acides gras de maintien de fonction cellulaire, tandis Mhm. que les oméga 6, c'est plutôt de la prolifération cellulaire. C'est-à-dire que si on prend beaucoup d'oméga 6, on va favoriser finalement la multiplication et la croissance des cellules. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les laits maternisés, on rajoute de l'acide arachidonique, parce que l'acide arachidonique, c'est l'oméga 6 à longue chaîne qui favorise la prolifération des cellules et dont le Mhm. bébé et la maman. Donc, on va dire que globalement, il faut à peu près un oméga 3 pour 3 oméga 6 dans le lait maternel pour avoir une bonne croissance du bébé. D'accord. Et, par contre, à partir du moment où on rentre dans l'enfance, à 6-7 ans, euh, les taux d'oméga 3, parce que la vitesse de croissance que toi tu suivais bien avec tous les abacs, hein, d'un bébé à la naissance des 6 ans, c'est une croissance phénoménale, et puis après, ça se réduit, et finalement, on arrête notre croissance à 18 ans. Alors, à 18 ans, il faut à peu près un rapport 1 oméga 3 pour un oméga 6. Et ça, Ouais. pendant toute la plus grande partie de notre vie, on va dire, jusqu'à 50, 60 ans. Et au moment à 50 ans, au moment de la ménopause, il y a des grandes modifications physiologiques. Et chez l'homme aussi, là, il faut commencer à avoir de plus en plus d'oméga 3 et très peu d'oméga 6. Et malheureusement, c'est l'inverse. Et chez les Mhm. personnes âgées, en fait, on va dire à partir de 80 ans, ben, il faut un rapport pratiquement de 3 oméga 3 pour un oméga 6. Tandis que chez le bébé, c'est un oméga 3 pour 3 oméga 6. Chez les personnes âgées, à 80 ans, c'est 3 oméga 3 pour un oméga 6. Or, aujourd'hui, ben, c'est tout l'inverse. Plus on avance en âge, moins on a un oméga 3. Ouais. Donc, Intéressant. en tout cas, pour moi, ma tranche de vie, j'ai 65 ans. Mhm. Je fais particulièrement attention à cet oméga index et j'ai aujourd'hui à peu près 400 personnes que je suis avec les oméga index et avec vraiment beaucoup, beaucoup de succès. Les gens sont ravis de voir ça. Pour de connaître leur oméga 3 et comment augmenter et retrouver finalement un oméga index on va dire, de japonais ou de coréen. Oui. Voilà. Et par contre, c'est aussi très important de suivre cet oméga index chez les jeunes mamans Mhm. avant la conception, Mhm. pendant la grossesse et aussi pendant l'allaitement pour avoir, d'une part, protégé la mère et protéger l'enfant. Ouais, ouais, ouais. Et puis c'est vrai que tout ce qui est fait à la naissance, je pense qu'il est plus facile que ce soit que la base, là, les fondements soient là, plutôt que de corriger plus tard. Enfin, Exactement, exactement. En fait, on conditionne, je pense que dès la conception, pendant la Oui, grossesse, on conditionne indépendamment de l'aspect génétique, c'est de oui, l'épigénétique pure et on oui. conditionne la vie future du bébé. C'est très Ouais, important de ouais. bien se nourrir, d'apporter tout ce qu'il faut pour avoir un bébé qui trouve tout ce dont il a besoin pour grandir naturellement, sans épuiser la maman. C'est essentiel. La nutrition maternelle, Oui, c'est magnifique. On aura l'occasion d'en reparler peut-être lors absolument. d'une conférence. Peut-être que c'est le moment d'en parler, je ne sais pas. Absolument, absolument, on fera ça, on prendra autant de temps pour ça parce que c'est clair que je pense que, enfin, moi je dis toujours, mais voilà, c'est l'esprit qui est le mien, que ce qui est fait à la conception, ben justement, une fois que l'embryon est constitué, de toute manière, on ne peut plus agir sur les gènes, donc de ce côté-là, on ne peut plus, ça c'est clair. On peut agir sur l'autre partie, donc autant effectivement prévenir, et puis donc s'en préoccuper avant. Alors on va peut-être pas faire des modifications de gènes juste Non, par non, l'alimentation tout c'est le ce temps, qu'on mais appelle, moduler peut-être. c'est ça, c'est l'épigénétique et la Mm, prévention. C'est la prévention et l'épigénétique. Et mm, l'épigénétique est, à mon avis, au moins aussi importante que la génétique.
D'ailleurs, on le voit bien, mais au sein d'une même famille, on peut avoir des enfants qui sont je veux dire, des génies et d'autres qui sont un peu moins intelligents. Mais c'est surtout, il y a un grand facteur lié à l'épigénétique. C'est ça. Alors, on consacrera un épisode à ça complètement, à la maternité, je le dis et je le répète. On le fera. Et pour aujourd'hui, peut-être... ah oui, j'avais encore... je pense qu'on a le temps de le faire. Est-ce qu'il y a des contre-indications à se complémenter? Si tout d'un coup, on a quand même des gens qui veulent voilà, se débrouiller un petit peu tout seuls, là, faire leurs choses, aller quand même acheter leurs compléments là où on en trouve. Est-ce qu'il y a des contre-indications à se complémenter seul en oméga 3? C'est une question un peu compliquée. Il faut savoir que, d'une part, il faut comparer. Il faut comparer la nature des oméga 3. Oui. Ce sont les oméga 3 qui sont apportés, le PA, le DHA, l'ALA. Il faut regarder d'où ils proviennent. Et éviter aussi l'environnement, c'est-à-dire l'environnement de ces oméga 3, il faut qu'ils soient protégés. Alors effectivement, on rajoute de la vitamine E, le tocophérol par exemple, pour protéger les comptes d'oxydation. Il y a le lycopène qui est très intéressant aussi également, ou les antioxydants de type polyphénolique. Alors, c'était une question, en fait, maintenant je peux en parler parce que le brevet est tombé dans le domaine public. Ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai voulu faire l'œuf Columbus il y a 25 ans, je leur donnais beaucoup de lin avec beaucoup d'oméga 3 et je me disais, c'est très simple, finalement, il suffit de leur donner du lin. Et alors, ça marchait très bien sur les 2-3 premières semaines et puis après, je ne sais pas ce qui se passait, les poules elles commençaient à devenir de plus en plus agressives et elles perdaient leurs plumes et puis finalement, ça n'allait vraiment plus du tout, elles ne pondaient plus. Et qu'est-ce qui se passait? En fait, les oméga 3, si on ne prend pas les précautions qu'on trouve dans la nature, lorsque les poules mangent des oméga 3, par exemple à partir de l'herbe ou à partir des crucifères, le choucal par exemple, ou le pourpier, elles mangent en même temps des antioxydants. Et le brevet Columbus est basé sur la combinaison d'un côté de l'apport important d'oméga 3 sous forme ALA associé à des polyphénols. Et à cette époque-là, je leur donnais du thé vert. Oui, c'était la différence, effectivement. Donc, faire attention à ça, finalement, à ce qu'on va mettre pour empêcher que les oméga 3 s'oxydent, en tout cas, dans la forme. Et dans tous les cas, en tout cas, mon approche, c'est plutôt aller vers des aliments plutôt naturels, plutôt que des pilules. Je pense qu'on ne se nourrit pas de pilules. Voilà. Oui. Mais a priori, on ne risque pas non plus d'être surdosé en oméga 3, si tout d'un coup. Non, le risque est très très faible. Le risque est très faible. J'en connais pas. J'en ai jamais connu. Très bien. Oui, donc on disait déjà dosage, qualité, hyper important. Je crois qu'on a parlé aussi un petit peu d'absorption, parce que j'avais aussi cette question, c'est si on a le complément le plus ou le mieux dosé ou si on a la meilleure alimentation du monde, est-ce qu'on est sûr d'absorber vraiment le tout? A priori pas, ça dépend de qui on est, je pense. Il y a beaucoup de choses qui jouent. C'est parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé des différentes familles des oméga 3, j'ai parlé en fait des acides gras. Mais il faut savoir que les acides gras sont apportés dans les huiles sous forme de triglycérides. C'est-à-dire que c'est une molécule de glycérol avec 3 chaînes d'acides gras. D'accord? Ça, c'est les triglycérides. Et sinon, il y a aussi les phospholipides, qu'on appelle aussi les lécithines, qui sont apportés, par exemple, dans le jaune d'œuf. D'ailleurs, lécithine, le nom lécithine, ça vient du jaune. Leikos veut dire jaune. D'accord? Après, on a entendu plus parler avec les lécithines de soja, mais en réalité, les meilleures lécithines, c'est le jaune d'œuf parce que et lorsque ces oméga 3 sont à longue chaîne, EPA, DHA, sont apportés par des phospholipides, l'incorporation est nettement supérieure que si c'est sous forme de triglycérides. Très important. On veut augmenter son oméga 3, son oméga index, il faut le prendre sous une forme non pas d'huile, ce qu'on appelle des esters d'acides gras, mais plutôt sous forme de phospholipides, c'est très important. D'accord. Ok.
Bah alors du coup, petit rappel, oméga 3, on en a besoin. On en est carencé visiblement au niveau mondial pour la plupart d'entre nous, à l'exception des pays donc, du Nord et les pays plutôt asiatiques, là, qui ont une alimentation qui n'est pas tout à fait la nôtre, n'est-ce pas? Toujours nous préoccuper de notre alimentation, aller sur les bonnes huiles, pression à froid, les petits poissons ou les animaux sauvages, en tout cas, de production, si j'ai bien compris, hein, on est plutôt comme ça. Et si on veut aller plus loin, bah aujourd'hui, en tout cas, on peut le dire, on a la possibilité de tester notre index oméga 3. Tu offres en tout cas cette possibilité de test-là, hein, donc tu as développé ça. Et ils sont déjà accessibles d'ailleurs, Thomas, ou pas? Sur le site Ouais. internet, on peut les acheter. En Suisse également, sur le Oui. site internet. Voilà. Voilà, donc France, Suisse en tout cas de façon certaine. Et donc, possibilité de faire ces tests-là à la maison, d'être guidé après pour les résultats par Thomas Herpicom. On mettra toutes les données de toute manière derrière. Et on va dire qu'on se donne rendez-vous peut-être pour un sujet oméga 3 de nouveau, mais chez les femmes enceintes. Alors on y va ou pas? Magnifique, magnifique, quelle bonne On se idée. donne rendez-vous pour ça. Voilà, parfait. Alors merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que vous avez eu quand même, vous avez découvert des choses avec nous, avec Thomas. Et je vous dis à très vite. À bientôt, Thomas. Au revoir Audrey.